Bonjour à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas et aujourd'hui on expertise par nous-mêmes un objet provenant de lointaines contrées exotiques qui a voyagé à travers tout le continent, très demandé en Europe et en France à son époque, modèle d'exposition témoignant de la délicatesse et de la maîtrise ancienne d'une civilisation, tant d'informations dans une chose si fragile, cette assiette. On commence avec un peu de vocabulaire. Ceci est une assiette. Depuis l'intérieur vers l'extérieur, une assiette est composée d'un bassin, c'est toute la partie creuse, formée par le fond et la descente, qui fait le lien entre le fond et l'aile. Et donc l'aile, toute la partie externe qui entoure le bassin, composée du marlis, c'est cette bande, le rebord, parfois décoré auquel on donne une forme, qui sert notamment à tenir l'objet ou à recueillir les sauces solides, et de la bordure, le filet, l'extrémité de l'assiette. Bon, jusque-là, tout le monde sera d'accord avec moi, et je ne pense pas vous avoir appris grand-chose. Je ne devrais rien vous apprendre non plus en vous parlant de la fonction évidente de l'objet. Une assiette est traditionnellement ronde, plate ou creuse, et elle sert à servir des ingrédients. Avant, on se servait de bols et d'écuelles, plus ou moins grands et profonds selon la consistance de la nourriture, ou tout simplement de planches de bois, généralement de forme carrée, parfois ronde, pour les ingrédients plus solides. C'est ce qu'on appelle le tranchoir qui servait à présenter les ingrédients. Aucun problème avec notre objet, on précise cependant tout de suite que c'est un objet d'apparat, d'exposition, qui n'était pas utilisé pour manger. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est à la matière, puisqu'encore une fois, vous vous doutez bien que je ne vous présente pas du carton ou du plastique de merde. Donc pour la matière et comment la reconnaître, on n'est pas sur du métal, ça n'a pas non plus la transparence ou la translucidité du verre, on est plutôt sur les arts du feu, donc la céramique. Faïence, terre cuite, porcelaine, je vais nous fixer assez vite. Le moyen le plus simple, c'est de regarder l'objet à la lumière. Et si on voit par transparence, alors on est face à de la porcelaine. La porcelaine, c'est de la céramique fine et translucide et qui reçoit dans son processus de fabrication une glaçure, qu'on appelle une couverte, à l'étain, et qui lui donne son aspect brillant, qui la rend aussi imperméable. Il y a deux types de pâte de porcelaine. La pâte tendre, qui provient de la tentative européenne de reproduire la porcelaine chinoise à partir du XVIIe siècle, avec de l'argile et du verre. Et la pâte dure, cuite à 1200 degrés, qui provient du kaolin, l'ingrédient principal, mélangé à de l'eau, de l'argile, du feldspath et du quartz. La texture sera vitrifiée, blanche et translucide, et de plus grande qualité et résistance que la porcelaine tendre. Maintenant, les questions de la datation et de l'origine vont nous occuper plus longuement. Les premières porcelaines sont originaires de Chine et auraient plus de 2200 ans. Là, on n'est pas face à un objet si vieux. La porcelaine n'est introduite qu'à partir du XVIe siècle en Europe, et on ne trouve de façon stable la recette pour fabriquer de la porcelaine dure qu'à partir du XVIIIe siècle, avec la fabrique de Meissen en Allemagne, et peu de temps après en France, avec les fabriques de Limoges, de Vincennes et de Sèvres. Là, ce ne sont pas du tout des motifs du XVIIIe siècle qu'on trouve en Europe, donc il faut chercher une autre zone. C'est la décoration qui va nous permettre d'en savoir plus sur la date et l'origine. De l'extérieur vers l'intérieur, sur l'aile, des bouquets de fleurs, fleurs rouges ou rehaussées d'or, des feuilles bleues, des motifs qu'on pourrait considérer comme des vases surplombés par des dais, ou je préfère l'idée de 3 lanternes de formes différentes avec des motifs différents de couleur bleue. Et au centre, un joli petit paysage cerclé. Ce sont 2 rives au bord d'un lac, une architecture, et au centre un arbre sous lequel un très mignon petit lapin est en alerte. Alors, je vous déconseille de fixer longtemps ce lapin, parce qu'en plus d'avoir l'air d'être sous extasie et d'avoir l'air de s'être fait défoncer la tronche à coups de pelle, il va vous ressembler de plus en plus à un phoque avec des oreilles. Non, sérieusement, c'est un très mignon petit lapin. On s'intéresse un peu plus aux architectures. Celle au centre et celle sur la lanterne du bas, on voit des toits caractéristiques de l'Asie de l'Est. Il faut penser aux pagodes de Chine et du Japon par exemple. Et ça permet du coup de se focaliser sur une zone géographique plus précise. Donc on recherche des producteurs de porcelaine en Asie, et ça va réduire énormément le champ de recherche, Chine, Japon. Pour être plus précis encore, on s'intéresse à cette figure du lapin, qui serait caractéristique d'un trait chinois et non d'un trait japonais, parce que le trait est quand même assez épais. Les traits japonais sont toujours un peu plus flottants et le motif offre moins de profondeur. Or là, on voit bien que le paysage crée une illusion de profondeur. Voilà pourquoi on partirait plus sur la Chine. C'est surtout l'étude des couleurs qui permet de ne pas douter. Le fond blanc
est dû au kaolin, donc l'ingrédient principal de la porcelaine, je vous l'ai dit. Celui-ci vire légèrement au bleu parce que le bleu cobalt est appliqué rapidement et directement sur le biscuit, c'est-à-dire le mélange de pâte de porcelaine cuit une première fois et non imperméabilisé grâce à la couvercle. Ce biscuit, on en voit la trace au dos, car lorsque l'objet est posé pour la cuisson puis pour l'émaillage, il y a toujours une partie qui du coup n'est pas recouverte. Donc le coloris est limité à 3 couleurs. Le bleu cobalt, peint sous couverte et qui a un côté brillant, et le rouge de cuivre et l'or, peint sur couverte, c'est-à-dire une fois la glaçure appliquée, puis l'objet passé une seconde fois à la cuisson pour l'émaillage, et qui ont du coup un aspect mat. Alors vous comprenez qu'il faut bien penser à son décor à l'avance, parce que beaucoup de cuissons se succèdent et qu'une fois cuit, la couleur et les motifs sont difficilement rattrapables. Une grande partie est laissée à ce fond blanc, cette réserve. Toute l'assiette n'est pas recouverte de motifs, et ça aussi c'est caractéristique de ce qu'on appelle l'imari chinois. Quand on regarde au dos de l'assiette, on s'aperçoit également que l'aile est décorée de 2 branches fleuries. C'est très minimaliste, mais c'est très agréable d'avoir cette surprise quand on retourne la pièce. Et ça aussi, c'est caractéristique du style Imari. Donc la porcelaine de style Imari, c'est quoi? Au Japon, à Harita, une ville à côté du port d'Imari, dès 1616, on découvre du kaolin, le matériau de base de la porcelaine. Donc on produit de la porcelaine avec ses couleurs de bleu, de rouge et d'or. Au fur et à mesure des contacts avec la Chine des Ming, le motif se complexifie, se personnalise et devient caractéristique d'un style japonais. La production des imari japonais a pris son essor lorsque l'instabilité chinoise a obligé la Compagnie hollandaise des Indes orientales à se tourner vers les productions japonaises. Donc au départ, l'imari, c'est le nom donné aux porcelaines japonaises en bleu, rouge et or, parfois argent et bien plus tard combiné à des émaux turquoise, vert, violet, jaune, exécutés spécialement pour l'Europe et l'exportation, et expédiés par le port d'Imari. À la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, l'Europe est tellement demandeuse que ce style sera copié en Chine, et on parlera d'imari chinois, puisque la Chine profitera de l'isolement du Japon. Les questions d'isolement, c'est un peu chacun son tour. Mais ce sera également copié en Europe. Donc chaque région de copie aura ses caractéristiques propres, des formes, de décors, et avec l'habitude, vous finissez par distinguer facilement au premier regard la particularité de chaque pays repreneur de style. Pour dater précisément l'objet, on regardera la répartition des couleurs et des décors. Ici, on a une très importante partie de blanc. Or, au XIXe siècle, on aura beaucoup plus de décors, donc je pencherai plutôt pour le XVIIIe siècle. La couleur bleue est assez vive et ce qui est intéressant, c'est la répartition de cette peinture bleue qui n'est pas uniforme dans ces zones. Ça montre que c'est fait à la main et pas par une machine. Quant à l'état général, il est assez bon, je vois juste quelques micro-égrenures de rien du tout. Donc je penserai pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, donc on est entre 1750 et 1800. Alors sur le marché, une pièce vaut moins qu'une pièce de forme, comme un plat, et beaucoup moins qu'une pièce de relief, comme un vase ou une potiche. Le prix varie selon la taille, l'état, la qualité des décors et des finitions, et puis on est face à une pièce chinoise et non pas japonaise, en rappelant que le Japon est le berceau du style Imari, donc le prix diminuera également. Alors ce n'est pas une perte de valeur, c'est plutôt que la source initiale aura toujours plus de valeur que les repreneurs ou les successeurs dans le même goût. Donc on analyse tout ça et on tourne entre 200 et 300 € l'objet. Alors bien sûr, c'est un objet d'apparat, ne vous amusez pas à manger dedans, c'est un objet de collection, d'exposition qui témoigne d'une culture, d'un goût, d'une époque. Alors pour nettoyer un tel objet s'il est encrassé quand vous l'achetez par exemple, un chiffon doux avec un peu d'eau, jamais de brosse, jamais de lave-vaisselle, et je vous assure que ça paraît pas évident pour tout le monde. Sinon, un coup de plumeau de temps en temps, en veillant à manipuler l'objet avec soin, et en rappelant que c'est de la porcelaine. Avec tout ça, vous comprenez que cette pièce est un très bel objet pour commencer une collection. Avoir chez soi le témoignage d'un goût, d'une époque, d'un savoir-faire délicat et compliqué, d'un savoir-vivre particulier, d'une culture et de son assimilation à l'autre bout du monde. C'est très mignon ce petit lapin dans ce paysage. Abandonnez les posters, les images de synthèse, les décorations en résine ou en celluloïd de la foire fouille, qui durent un temps et qui polluent, émerveillez-vous, cherchez, déterminez-vous et collectionnez. La collection, ce n'est pas un passe-temps de riche, laissez tomber vos préjugés. Tout ce en quoi vous vous intéressez dans la vie
peut vous élever si vous allez plus loin que le superficiel. Tout le monde a le potentiel pour devenir un expert en quelque chose. La moindre connaissance que vous avez, beaucoup d'autres ne l'ont pas, ne l'auront jamais. Chaque information, chaque connaissance est importante. Collectionner, c'est aussi une frustration éternelle parce qu'une collection ne sera jamais complète. Mais une collection, c'est un bout de personnalité de son collectionneur. C'est un ensemble de connaissances sur les mœurs de l'humanité que vous possédez. Alors, tu veux collectionner les baskets, mais vas-y, collectionne les baskets. Les meubles anciens, les bibelots, mais vas-y. C'est sain, noble, et c'est à la portée de tous. Voilà, merci d'avoir regardé cette expertise, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à fouiller partout pour découvrir des trésors cachés. Posez-vous des questions, ce que vous avez appris sera toujours utile, tant que vous n'oubliez pas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous, partagez-moi, et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.